Bien, tout d'abord, bonsoir et merci aux organisateurs de m'avoir fait confiance pour traiter une question comme celle-là. À travers cet exposé, je vais vous présenter ce qui ressort le plus de, on va dire, des 20 dernières années de recherche et de réflexion sur l'avenir de nos agricultures et alimentation. Pour ceux qui s'endormiraient en cours de route, je vous livre tout de suite les trois messages clés que je vais essayer de vous faire passer et qui, j'espère, alimenteront aussi le débat qui suivra. Le premier message clé, c'est qu'en 60 ans, donc là ici je travaille à partir des années 60, là où vraiment il y a des statistiques par pays, etc. Donc la population mondiale a augmenté de 160% et la production végétale alimentaire de presque le double grâce à une industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Et ce sera la conclusion de ma première partie, dont le mode s'avère de toute évidence insoutenable pour la santé des hommes et de l'environnement. Dans la deuxième partie, je vous présenterai la prospective française Agrimonde, que j'ai animée il y a bien 10 ans, avec d'autres collègues du CIRAD. Et ici, le message clé pour moi, c'est qu'on montre bien qu'un contenu modéré de nos assiettes en produits animaux, que ce soit lait, viande, etc., est déterminant pour assurer à terme la sécurité alimentaire de tous, réduire nos consommations d'énergie fossile et limiter le changement climatique. Et la troisième grande partie, je vous présenterai les résultats de la prospective indienne Agro-Eco 2050 que j'ai présentée à un mois, qui m'a occupé beaucoup ces dernières années en Inde. Je suis revenu d'expatriation, mon dernier séjour c'était de 2014 à 2021, et qu'on a présenté au gouvernement indien il y a un mois, et discuté avec le gouvernement indien pour essayer d'avancer dans la direction que je vous présenterai. Et donc, dans cette prospective, on propose un scénario de rupture agroécologique qui serait, et qu'on quantifie, plus productif, plus sain pour la santé des hommes et des écosystèmes, plus rémunérateur aussi pour les petits agriculteurs, et moins coûteux aussi au pouvoir public que le régime socio-technique industriel de la Révolution verte. Voilà, donc mon plan de l'exposé, je l'ai à peu près déjà exposé. Donc trois grandes parties, après quelques rappels, parce que je ne sais pas, le public est varié. Donc déjà en plan institutionnel, moi je viens d'un centre de recherche qui s'appelle le CIRAD, dont le siège est à Paris, mais l'essentiel des chercheurs sont à Montpellier et un certain nombre en coopération plutôt en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, donc type Vietnam, et qui est donc le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il y a d'autres centres qui s'intéressent en France, français, qui s'intéressent aux questions de développement et notamment alimentaire. Il y a aussi l'Institut français de recherche pour le développement, qui est plus axé sur les questions de santé, de nutrition, etc. Depuis quelques années, notamment depuis notre prospective Agrimonde que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a l'INRA, qui est devenu l'INRAE. Il a rajouté le mot environnement il y a quelques temps. En termes de finances de projet, le grand bras, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui peut financer ou pas des projets dans le secteur agricole et alimentaire. Et puis, vous avez, je crois qu'il y a déjà des représentants parmi nous, beaucoup on va dire, d'ONG et autres, tels le GRED, le CCFD, Action contre la faim, qui sont aussi, qui interviennent aussi sur les questions alimentaires dans les pays du Sud en particulier. Ce que je voulais vous dire, parce que je vais beaucoup vous en parler, à l'échelle internationale, il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui s'appelle la FAO, et puis des grands programmes de financement surtout, comme le programme, enfin, en situation d'urgence, c'est le Programme alimentaire mondial. Et puis en termes de financement de projet, ce sera par exemple le FIDA, qui est aussi basé à Rome, comme la FAO. Alors maintenant, toujours en termes de rappel, qu'est-ce qu'on appelle sécurité et souveraineté alimentaire? Alors depuis les années 90, 96 pour être précis, lors du sommet mondial de l'alimentation, il est sorti
au moins une définition de ce qu'on appelle sécurité alimentaire avec 4 piliers, donc disponibilité, accessibilité, stabilité et qualité. Et on dit qu'il y a sécurité alimentaire quand tous les êtres humains, d'une population, d'un pays, ont à tout moment un accès physique, social et économique, donc la question de l'accès économique est importante, à une nourriture non seulement suffisante, mais aussi saine et nutritive, leur permettant donc de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Ça, c'est la définition de la sécurité alimentaire sur laquelle on se base beaucoup. Pour ce qui concerne la souveraineté alimentaire, c'est, pour résumer, le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes, et là il reste un flou, dont on pourra discuter après, qui fait que moi je l'utilise peu, parce que c'est pas clair, est-ce que ça veut dire sans importation ou exportation d'aliments pour un pays par exemple, ou sans importation d'intrants agricoles ou autre. Voilà, mais retenez que derrière la notion de souveraineté alimentaire, il y a est mis en avant ce droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle disponibilité alimentaire? Je vous en ai parlé juste dans la diapositive précédente. Comment on la calcule? Ça, je pense que c'est important de le connaître, et beaucoup de calculs d'estimation que je vais vous montrer qui sont assez uniques. Je pense que vous verrez peu de présentations comme ça. Encore une fois, c'est le fruit de beaucoup d'années de travail, et je suis aussi statisticien, j'adore, plus il y a des données, plus je suis heureux. Les disponibilités alimentaires, vous avez à l'échelle d'un pays, on va, prenez une production, par exemple, parlons de la disponibilité alimentaire en blé, ce que fait la FAO en particulier, on va estimer les productions de blé, on va enlever ce qui a été parti en exportation, si éventuellement on a importé du blé, on va les rajouter, et on va faire plus ou moins les variations de stock pour avoir ce qui est disponible à l'échelle, à un moment donné, une année N, en termes par exemple de blé. Et pour estimer ce qu'on appelle les disponibilités alimentaires, dont je vais beaucoup parler par la suite, eh bien, on regarde comment le montant qu'on a obtenu est réparti entre différents usages de ce blé. Ce blé peut être utilisé directement pour l'alimentation humaine, pour faire des baguettes de pain par exemple, mais une partie peut aller pour l'alimentation des animaux, une partie peut aller pour du non alimentaire, typiquement des biocarburants depuis quelques années maintenant. Une partie, effectivement, doit être réservée pour la production du semence, et puis il y a inévitablement des pertes qui peuvent être plus ou moins importantes. Et donc, pour estimer, la FAO vous donne par exemple des kilocalories disponibles par habitant et par jour, on ramène ça par jour, en alimentaire. Eh bien, en fait, on estime, on prend toutes les productions dont on a des statistiques, enfin toutes les estimations de cette variable-là, alimentation disponible alimentaire, en blé, en riz, en millet, en viande, etc. On va les convertir en équivalent calories, et on va sommer toutes ces calories, parce que du coup, on peut sommer des calories, alors qu'on ne peut pas sommer des carottes avec du blé ou des huiles, et on va diviser bien évidemment par le nombre de personnes de la population étudiée et par 365 jours. Et on obtient donc des kilocalories par jour et par capita. Et vous le savez, nos besoins fonctionnels, retenez que c'est à peu près 2000 kilocalories, et qu'on estime, alors avec plein de conditions, que si on obtient par exemple 3000 kilocalories à l'échelle d'un pays, on est en relative sécurité alimentaire s'il n'y a pas trop de consommation animale, on verra pourquoi, s'il n'y a pas des surconsommations de produits animaux, et si il n'y a pas évidemment trop de pertes, etc. Et s'il n'y a pas des distributions aussi au sein du pays entre, par exemple, les revenus les plus faibles et les plus riches. Mais en général, on gardait aussi ce chiffre des besoins physiologiques de 2000 kilocalories par jour, et puis une relative sécurité alimentaire sous les conditions que je viens de vous énoncer, lorsqu'on obtient à peu près 3000 kilocalories. Alors qu'est-ce que sont ces calories alimentaires? Qu'est-ce que sont les macro- et micronutriments? Donc les calories, ça ne mesure que ce qu'on appelle les macronutriments. Donc ce sont les glucides, les protéines et les lipides. Et là, je vous ai mis entre parenthèses ce que fournit 1 gramme, par exemple, de glucides, ça fournit 4 kilocalories. 1 gramme de protéines, ce sera 4 kilocalories. Et évidemment, les lipides, c'est plus gras. Les corps gras, c'est 9 kilocalories. Donc attention, je vais beaucoup vous parler de calories. Ça ne prend pas en compte les micronutriments
donc les vitamines et minéraux, et ça ne prend pas aussi en compte la question des fibres qui est aussi importante pour avoir un régime équilibré. Malheureusement, les statistiques nous permettent difficilement d'estimer à des échelles de pays ces divers micronutriments. Alors maintenant, première partie, je vais vous faire cette petite rétrospective mondiale. Alors pour la faire, je vous ai mis une petite carte, il faut évidemment partitionner le monde en quelques régions. Là, je prends le monde divisé en 6 régions qui en fait sont une partition du monde qui remonte à 2006 ou 2005, qui est celle du Millennium Ecosystem Assessment, l'évaluation des écosystèmes du millénaire. Ils ont partitionné le monde comme ça, donc il y a 6 grandes régions. Et voilà, comme je voulais montrer, et même dans ce graphique, j'ai pris les dernières estimations de projection de population hypothèse. Alors, il y a plusieurs scénarios, mais là, c'est la variante moyenne, on va dire. On était à peu près à 3 milliards d'habitants en 1960. Aujourd'hui, on est à 7,7 milliards. On atteindra probablement, ça a été révisé ces dernières années, on était à 9 milliards avant, on est à 9 milliards 5, c'est les estimations de 2022 ici, 9 milliards 5 en 2050, et ça devrait se stabiliser sous cette hypothèse de variante moyenne, de fertilité moyenne, on parle en fait autour de 10 milliards. Après, si je vous ai défilé, je peux vous faire en fonction des différentes hypothèses, notamment de fertilité, on peut monter à 12 ou plus et aussi descendre, suivant les estimations. Et durant cette période donc, de 60 ans, la disponibilité alimentaire par habitant, dont je vous ai aussi parlé, eh bien, elle a aussi augmenté. On est parvenu, malgré ce plus de doublement de la population, qui a multiplié par 2,6, eh bien, vous voyez qu'elle a aussi sacrément augmenté de 1,35. En tout cas, on a, je veux dire, assuré en termes de calories, tout du moins. Et donc, si on multiplie les populations par les disponibilités par habitant, ça veut dire qu'on a à la fois consommé et produit en termes alimentaires, en très forte augmentation durant ces 60 dernières années. Et voilà, on peut dire que c'est un progrès et qu'on a plus ou moins éradiqué les famines. Alors, maintenant, quels sont les ressorts, quels ont été le ressort de cette production alimentaire, de ce boom de la production alimentaire? La première chose, c'est que on va raisonner ici en multipliant des surfaces par des rendements. Alors, on peut augmenter... Alors, en France, par exemple, on parle de surface agricole utile, c'est qu'on somme les cultures et les pâtures. Moi, je vais vous parler uniquement des surfaces cultivées, parce que c'est là qu'on produit des calories végétales, à la fois pour alimenter les hommes, mais aussi pour alimenter les animaux. Les pâtures, c'est à partir des biomasses qui ne peuvent pas être consommées par les hommes. Ceci dit, ces pâtures ont quand même augmenté, avec un petit seuil que vous voyez, et puis elles ont tendance à rediminuer, mais les cultures ont augmenté quand même, la surface même des surfaces cultivées a quand même augmenté de 16%. Donc une bonne partie, voilà, de 16%. Et que parallèlement, alors là c'est un graphique que vous ne verrez pas ailleurs, ce sont mes estimations en termes de calories par hectare. C'est-à-dire que là je prends toutes les productions dont on a les statistiques, d'accord ? Je les convertis en calories, du coup, je ne parle pas en rendement de blé, en rendement de maïs, etc. J'estime la quantité de calories, ou de protéines, ou de glucides, etc., parce que je peux décomposer comme je vous l'ai expliqué, qui sont produites par hectare. Et vous voyez ici, c'est la courbe en verte. Donc vous avez les années en abscisse, vous avez en ordonnée les valeurs que je ramène par jour. Au début des années 1960, on était à moins de 10 000 kilocalories par hectare. Si vous gardez en tête mes 3 000, ça veut dire qu'un hectare nourrissait à peu près, purement végétal, à peu près 3 personnes, d'accord, un hectare. À la fin, là, les dernières estimations, vous voyez que les rendements ont grandement augmenté. Alors j'ai commencé par vous mettre aussi, pourquoi, une grande partie, pourquoi ils ont augmenté. Je vous ai mis 2 courbes ici. La première, c'est les surfaces irriguées. Vous voyez qu'elles ont aussi considérablement augmenté, donc les consommations d'eau ont aussi beaucoup augmenté, ainsi que, et peut-être avant tout, et là je vous ai juste simplement mis les engrais azotés. Vous savez qu'il y a 3 grands types d'engrais, hein, N, P, K, comme on dit. N, c'est pour l'azote, P pour le phosphore, et l'autre, c'est la potasse.
Et donc j'ai dû changer les échelles sont sur la droite en rouge, et vous voyez que quand même la quantité d'engrais a beaucoup plus augmenté, sa consommation d'engrais, que les rendements, parce qu'ils ont supporté grandement ces rendements, et ces engrais sont d'autant plus efficaces que vous êtes en irrigué, évidemment, pour produire durant les saisons sèches, habituellement sèches. Donc si on multiplie, c'est des règles de 3 très simples, les surfaces cultivées, ce qui est en vert au-dessus à gauche, les cultures, par le rendement, eh bien, vous voyez qu'en fait, la production végétale annuelle en calories alimentaires a été multipliée par 4 ou augmentée de près de 300% durant la période ici étudiée. Alors j'ai voulu vous mettre aussi quelque chose qui me frappe autant que m'inquiète, j'ai voulu vous décomposer ces estimations aussi pour vous montrer que maintenant l'humanité, une grande partie, plus de 70%, est nourrie, à la fois les hommes et les animaux, par 6 cultures. On a considérablement, c'est pour ça que je parle d'agriculture industrielle, on s'est spécialisé, concentré sur des productions, ce qu'on appelle des commodités, parce qu'elles sont l'objet de commerce, que sont d'abord, et là j'ai été surpris parce que je ne pensais pas que le maïs était maintenant passé devant le blé et le riz, mais vous voyez que le maïs tout en bas est aussi pour l'alimentation animale. Le blé, le riz, donc là dans mes couleurs bleutées, ce sont les céréales. Le gros, surtout pour l'alimentation animale, mais aussi pour les huiles, ça a été le soja. Et ça, c'est le complexe soja américain, à la fois nord et puis sud-américain, qui exporte, notamment pour nourrir maintenant de plus en plus les porcs en Chine, par exemple. Et puis, l'huile de palme, dont vous avez tous entendu parler, avec toutes les controverses. Et puis, évidemment, la canne à sucre, très riche en sucre, en glucides. Et puis, donc, vous voyez que maintenant, on est à plus de 73% par ces cultures, qui sont aussi concentrées de plus en plus dans certaines régions, au sein des pays comme entre pays sur la planète. Entre-temps, évidemment, première sensibilisation, les augmentations des surfaces agricoles conduisent éventuellement, en partie à des déforestations. Vous connaissez l'histoire de l'Amazonie, c'est avant tout pour des questions agricoles, c'est très difficile à estimer parce qu'il y a aussi qu'est-ce qui est attribuable à l'agriculture, mais aussi l'urbanisation et plein d'autres choses. Évidemment, l'eau aussi, alors là je l'estime simplement en hectares irrigués, donc on a quand même plus que doublé les surfaces irriguées. Les engrais, vous voyez, parce que juste pour l'azote, le N, on est à 900%, donc c'est la courbe que je vous ai montrée. Et puis évidemment, derrière tout ça, beaucoup plus d'énergie fossile pour produire les engrais, déjà, l'engrais azoté, les pesticides, les machines, etc. Alors, maintenant, en ce qui concerne les usages, donc on revient sur mon graphique, mais avec plus les cultures, mais ici les usages, à quoi sont utilisées ces productions végétales. Et donc, vous voyez qu'une partie va partir pour l'alimentation humaine, c'est ce que je vous dis, par exemple le blé va être utilisé pour faire de la baguette, le maïs pour des pop-corn, ça sera compté ici, c'est ce qui est en bas de mon graphique, là, pour les humains. Une partie va être orientée vers l'alimentation animale, donc là vous avez une grande partie le soja, le maïs aussi, le maïs beaucoup, et puis une partie de plus en plus, comme vous voyez, pour les biocarburants, enfin là c'est les usages non alimentaires, mais ce sont essentiellement des biocarburants, donc là vous avez une estimation aussi. Et puis après c'était les autres parties que je vous ai montrées dans mon équation des disponibilités alimentaires, les semences, les pertes, etc. Alors, maintenant arrêtons-nous sur la question animale. Ces animaux, la grande caractéristique, c'est que ces animaux, si ce sont des ruminants, ils peuvent manger des biomasses que nous on ne peut pas manger, donc c'est tout bénéfique. C'est quand on sont les ruminants, donc c'est ceux qui vont transformer de l'herbe en produits qui sont intéressants pour nous, donc le lait ou la viande, etc. Et donc, dans les systèmes traditionnels, c'est un peu ce qui est indiqué ici, système d'élevage pastoraux, on va utiliser ces biomasses. Mais la grande caractéristique des dernières décennies, pour produire toujours plus de protéines animales par hectare, parce qu'on produit finalement peu de protéines animales par hectare quand c'est sur des pâtures, la grande transformation, ça a été de cultiver justement des protéines, des calories et autres pour les animaux, pour produire beaucoup plus finalement, in fine, par hectare. J'espère être clair là-dessus. Donc, et là, on a des bien meilleurs digesteurs
de ces aliments qui auraient pu nous servir, que sont ce qu'on appelle les monogastriques, donc les volailles et les porcs. Ils sont beaucoup plus efficaces. Les volailles et les porcs ne mangent pas de la biomasse, herbe, etc. Mais les volailles et les porcs, oui. Donc, ce qui explique aussi le boom de l'élevage de monogastriques, comme vous le voyez sur mon graphique de gauche. Et le tout dans le tout, donc ça explique le développement des monogastriques, même s'il y a eu aussi beaucoup de ruminants, et ruminants aussi, typiquement les feedlots américains, dans les élevages même ici en France, où on alimente beaucoup maintenant nos vaches laitières ou autres, avant tout laitières, avec des concentrés, plus de moins en moins sur pâture. Et donc des productions animales qui ont augmenté de 260%. Alors, j'arrive sur ma dernière, voilà, sur cette fin de première partie, intitulée « Un système agroalimentaire insoutenable ». La première chose que je voulais vous dire, c'est que, qui va faire l'introduction avec ma seconde partie, c'est que rien que sur ces productions animales, qui ont guidé aussi la production végétale alimentaire, eh bien, on a des très fortes inégalités de consommation entre le nord et le sud, en produits animaux en particulier. Et je pense que le graphique sur la droite vous le montre bien, qui vous montre la disponibilité en kilocalories par hectare et par jour. Donc ça, c'est des estimations que j'avais fait en 2007. Pardon, pas que je vous montre ça tout de suite. Vous voyez bien que dans les pays de l'OCDE, on était à peu près à 4000 kilocalories, dont 1000 kilocalories d'origine animale, donc lait, viande, etc., alors qu'en Afrique subsaharienne, on était à moins de 2500, avec très peu de produits animaux. Si je convertis ces calories ici, ou ces protéines, parce que c'est à peu près la même chose en protéines, derrière tout ce qu'il y a comme production pour les alimenter, c'est-à-dire je convertis, et à l'échelle mondiale, j'ai estimé qu'il fallait à peu près, pour avoir une protéine animale consommée, pour produire une protéine animale, il fallait 3 protéines végétales sous forme d'aliments qu'on aurait pu consommer, typiquement le soja et le maïs. D'accord ? Donc si je fais la conversion, vous voyez que les disponibilités alimentaires, l'équivalent ici des animaux, je les convertis en équivalent primaire production végétale, vous voyez à combien on passe et finalement on a des écarts énormes. Deuxièmement, eh bien, il y a de multiples indicateurs dans le rouge en termes de santé, et aujourd'hui, en 2022, on appelle, enfin c'est pas nouveau, mais depuis 10-15 ans, on parle de double fardeau alimentaire, c'est-à-dire d'un côté on conserve d'énormes, quand même un nombre significatif de gens estimés cette année à peu près à 700, l'année dernière, 733 millions qui ont encore faim dans le monde, et de l'autre côté, 2,6 milliards de personnes avec un body mass index, un indice, comment on dit en français ? Indice de masse corporelle. Voilà, un indice de masse corporelle, merci, qui est supérieur à 25, donc ça veut dire des gens qui sont en surpoids, voire obèses, je crois que c'est 50 la limite, et le nombre d'obèses dans le monde serait actuellement à plus de 1 milliard de personnes. D'accord ? Parallèlement, vous avez un développement des cancers, des diabètes, des maladies cardiovasculaires, etc. En termes d'environnement, un chiffre que j'aimerais bien que vous reteniez, qu'on cite peu, mais c'est assez récent, mais sur la consommation, la consommation totale d'énergie fossile par l'agriculture industrielle de plus en plus robotisée avec des intrants qui consomment, typiquement les engrais, beaucoup d'énergie fossile pour leur fabrication, c'est quand même 15% à l'échelle mondiale de l'énergie fossile totale. En termes d'effet de serre, ce qui est très peu connu parce que le GIEC ne comptabilise pas comme ça, c'est 30%, un tiers des émissions mondiales viennent du système agroalimentaire. C'est-à-dire, là, si on commence à compter des intrants jusqu'à la distribution auprès des ménages. Et évidemment, c'était dans l'actualité encore en France, mais ailleurs dans le monde, épuisement et pollution de l'eau, des nappes, épuisement des nappes, pollution par les nitrates, on voit bien avec nos amis bretons, et puis une grave érosion des sols, de la biodiversité. Je n'ai pas voulu vous présenter ici tout ce qu'on a comme preuve là-dessus, mais qui est, je pense que vous lisez suffisamment la presse pour que ce soit suffisamment alarmant. Et puis en termes sociaux, eh bien, on a encore 873 millions d'actifs agricoles dans le monde, et paradoxalement, ce sont eux qui souffrent le plus à la fois de la pauvreté et de la faim. D'accord ?
Et ensuite, l'accroissement, comme vous le savez aussi, des inégalités sans précédent entre les plus gros et les plus riches, y compris au sein du système agricole. Donc c'est d'énormes coûts cachés. Là, j'ai pas pu résister, enfin j'accélère un peu, j'ai pas pu résister à, là, ça vient de sortir en début de semaine, pour la première fois, la FAO, et c'est très partiellement, a estimé le coût de ces systèmes agri-alimentaires, industriels avant tout, et elle vient de l'estimer à 12,700 milliards de dollars en 2020, en dollars constants, de parité de pouvoir d'achat, ce qui représente quand même 10% du PIB mondial, des coûts cachés. Alors quels sont ces coûts cachés qu'ils ont pu évaluer? C'est très partiel, et donc c'est un minimum. On peut aussi discuter, et moi je le discuterai aussi, la façon dont j'ai évalué ces coûts, mais c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. Vous voyez qu'un des premiers coûts qu'ils ont pu évaluer, c'est l'environnement, d'accord? Là, vous voyez qu'il y a très peu de chiffres pour l'eau, ça pourrait être beaucoup plus supérieur. Il y avait un article du Monde aussi l'année dernière là-dessus. Il y a encore beaucoup d'enfants qui souffrent, et puis voilà. Mais c'est avant tout, là, ils ont pu estimer, en termes environnementaux, ils sont limités aux émissions de gaz à effet de serre et aux pollutions d'azote, avec l'azote. Voilà. Donc vous voyez que ça a été estimé à 2733 milliards. Ensuite, c'est l'énorme coût, c'est ce dont je vous parlais en termes, j'ai réalisé ça, morbidité alimentaire, donc c'est l'obésité, les cancers, etc. Et les pertes de productivité des populations liées à ces maladies, qu'on dit non-communicable diseases, c'est les, je ne sais plus quel est le terme en français, il y a aussi un français, non transmissibles, les maladies alimentaires non transmissibles, donc qui sont liées à notre mode d'alimentation. Donc vous voyez les normes, et puis après, en termes sociaux, notamment, ce que je vous ai dit à la fin, des populations très pauvres qui sont avant tout agricoles, et qui se retrouvent en bas de l'échelle. Il y a aussi ces coûts-là sont très inégalement, différemment répartis par grands pays. Là, ils ont classé entre les pays en faible revenu, revenu intermédiaire et inférieur, etc. C'est sur la gauche. Vous voyez qu'ici, en part de PIB, c'est beaucoup plus élevé, ces coûts de ces systèmes agroalimentaires dans les pays, on va dire, en développement, les pays du Sud, avec une part très importante de la pauvreté des petits agriculteurs, alors que dans nos pays, ce coût-là a été estimé, encore une fois, à peu près 7%, avec une part de ces maladies, enfin de cette morbidité alimentaire particulièrement élevée. Voilà. Là, c'était avant-hier, oui, c'était avant-hier, ça vient de sortir aussi. Je n'ai pas résisté à vous le mettre ici, ça vous représente le nombre de décès de 100 000 personnes attribuables à un régime alimentaire déséquilibré. Donc on ne va pas aller dans le détail, vous avez ici toujours les... Là ils ont fait selon les pays, selon l'indice de développement humain, donc là vous avez les plus riches, enfin les plus riches. Si, ça rentre aussi dans l'indice de développement humain, mais ceux qui ont un fort indice de développement humain, typiquement ici, en France, et puis ceux qui sont au plus bas. Et vous voyez aussi la très grande différence, ici, c'est avant tout en raison de régimes, donc là, on va dire les plus pauvres, plus faible développement, c'est qu'il manque des nutriments, des macronutriments, c'est très peu équilibré, alors qu'ici, c'est plutôt des choses trop élevées, notamment en produits animaux ou en produits surtransformés. D'accord ? Alors, maintenant, je vais vous présenter, c'était une introduction à la prospective Agrimonde qui s'est déroulée entre 2006 et 2009, avec donc le CIRAD et l'INRA, enfin c'est les deux directions qui voulaient faire depuis longtemps une prospective à l'horizon 2050, avec, donc ça a été publié depuis, en français et en anglais, en 2010, et puis en anglais ça a été republié en 2014 par un éditeur scientifique renommé Springer. Et donc il y avait deux grands objectifs. D'une part, explorer les futurs possibles d'agriculture et d'alimentation à l'horizon 2050, afin d'identifier les grands enjeux pour la recherche agronomique française, et puis contribuer à des débats internationaux sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, sur lequel on s'était justement trouvé particulièrement absent, la France, au début des années 2000, avec d'une part l'évaluation, le MEA, l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, et puis l'IASTD, alors moi je ne peux pas vous dire
le sigle en français, mais qui était aussi un débat animé par Bob Watson, qui était le directeur du GIEC aussi. Et donc, je vous présente ça parce que la méthodologie qui a été mise en place, c'est l'idée, c'est d'avoir un collectif d'experts, de politiques qui vont débattre des scénarios avec un outil quantitatif, celui que j'ai bâti pour la cause, Agribiome, que j'ai appelé Agribiome, et l'expertise de ces mots. Alors, une des questions, hypothèses centrales, et ça c'était issu en particulier, je pense avoir influencé ça, de mon expérience en Inde, pour dire que quelle alimentation, alimentation végétale animale en 2050 avec 9 milliards d'habitants. Et donc, on a fait, là, donc à l'époque on était en 2003, la dernière année que j'avais, donc là vous avez les chiffres de disponibilité avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, la part végétale et la part animale dans les assiettes, et on a imaginé deux scénarios, un scénario on va dire tendanciel, qu'on a appelé Agreement Global Orchestration, qui était le scénario, on va dire, tendanciel de l'évaluation du système du millénaire, le MEA. Et puis un scénario de rupture, qu'on a appelé Agreement 1, où là, faisons-nous plaisir, dans le haut, tout le monde, plus comme l'économie dans le haut, pardon, dans le haut, on suivait ce que modélisaient tous les modèles économiques, c'est-à-dire plus le revenu par habitant augmentait, plus la part des produits animaux augmentait aussi, la consommation de produits animaux. C'est ce qu'on appelle les fonctions de demande, basées sur le passé. Et nous, on a imaginé un scénario beaucoup plus égalitaire, où on était à 3000 kilocalories, avec 500 kilocalories de produits animaux. Donc ça voulait dire une baisse de consommation dans nos pays et par contre une augmentation dans d'autres. Et donc ça c'était nos deux scénarios. Et alors je ne vais pas rentrer en détail sur ces scénarios et les grands principes derrière chacun de ces scénarios, mais comme je l'ai dit, le scénario Global Orchestration était un scénario tendanciel avec augmentation et poursuite de l'épérisation et de la croissance économique, avec une occidentalisation des régimes comme on le voyait depuis les dernières décennies, avec des grandes agro-industries, des aliments standardisés bon marché, des biotechnologies, l'irrigation, l'engrais, des pesticides, et voilà. Et puis dans notre scénario Agreement 1, bon, voilà, on était plutôt basé sur l'intensification écologique, comme on le disait à l'époque, ou l'agroécologie maintenant, avec beaucoup plus de biodiversité, etc., sans sous- et surnutrition, etc., etc. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que dans le scénario tendanciel, on retrouvait ce que la FAO avait fait comme projection avec c'est qu'il fallait augmenter d'ici 2050 80% de la production du début des années 2000 pour satisfaire les disponibilités que je vous ai mis dans le tendanciel. D'accord? Et nous, et avec Agribiome, on retrouvait à peu près la même chose. On était dans le même ordre de grandeur. Oui, si on suit ce modèle-là, effectivement, il faudrait probablement augmenter la production végétale pour les animaux comme pour les hommes de plus de 80%. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans le scénario Agreement 1, plus équitable, eh bien, en fait, on économisait beaucoup. Alors on économisait, il fallait augmenter la production que de 30%. Donc ça voudrait dire des économies très fortes en engrais, en irrigation, en déforestation, etc. Ou bien des utilisations pour d'autres usages. Donc là je passe là, c'est un peu... voilà. Et donc on avait des sérieux avantages si évidemment les politiques suivent. Donc au plan de santé, parce qu'on avait plus de probabilité de diminuer à la fois les sous- et les surnutritions, de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre aussi, puisqu'on produisait aussi, le tout dans le tout, moins de... Vous savez que l'élevage est un gros émetteur de gaz à effet de serre, hein, par le méthane et aussi les déjections, le méthane pour les... Voilà, du fait de la rumination, mais aussi via les déjections et un puissant gaz à effet de serre qui est le protoxyde d'azote, N2O. Et aussi, du coup, on consommerait aussi a priori moins d'eau, moins d'énergie fossile, moins d'engrais, moins de pesticides, ou bien, comme je vous l'ai dit, on pourrait produire, avec les mêmes moyens que dans le scénario précédent, plus de fibres, de bioénergie ou autre.
Et puis on avait aussi des productions animales a priori plus diversifiées et mieux intégrées aux cultures et aux territoires. Donc voilà, maintenant je passe à ma troisième partie, qui est donc ce qui m'a occupé, c'était mon principal projet. Je suis reparti en 2014 et j'allais repartir quand j'ai rencontré quelqu'un dont je vais vous parler et qui était très intéressé qu'avec son collectif on fasse une prospective aussi à 2050 de ce qui s'était en train de développer depuis 2016. Donc là, dans la même méthodologie, deux scénarios contrastés. Donc un scénario tendanciel qui est celui de la révolution verte et de l'agriculture industrielle. Donc on continue d'intensifier l'agriculture et l'alimentation industrielle. Et puis un scénario agroécologique, j'ai tendance à dire un scénario d'agroécologie très poussé, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dans l'agroécologie. Moi j'ai une définition très précise, mais ici une forme pour moi très poussée d'agroécologie qu'ils appellent l'agriculture naturelle ou le natural farming en anglais. Alors l'Andhra Pradesh justement, c'est où? Ben voilà, je vous ai mis une carte avec en rouge, c'est un état du sud qui a un peu moins que la France en termes de population, 53 millions d'habitants. C'est un état, les États de l'Inde, donc c'est une fédération, a été découpé avant tout suivant les langues locales. Hein, donc il y a plus de 20 langues officielles en Inde, le hindi étant hégémonique au nord, mais c'est loin d'être d'être parlé dans toute l'Inde. Et vous voyez, je vous ai mis une petite diapo aussi, il est divisé en ce qu'on appelle les districts, qui sont en fait des départements, qui sont et même divisés en cantons qu'on appelle les mandats. Et dans cet état du sud de l'Inde, qui parle le Telugu, donc qui est la langue, une langue de cet état, on a à peu près 6,2 millions d'hectares cultivés. Donc vous voyez qu'en France, je vous ai mis entre parenthèses, on est plutôt à 19 millions. Donc on a à peu près la même population inférieure, mais beaucoup moins d'hectares disponibles, en tout cas cultivés dans cet état. On a 9,3 millions d'agriculteurs, donc on est beaucoup moins qu'en France. Avec les bases que j'utilise, on serait à peu près, en France, j'ai regardé ça, en 2019, à peu près 695 000 agriculteurs. Là, on est à 9,3 actifs, voilà. Et puis, cette agriculture, dans cet état, représente 31% du PIB. Vous verrez qu'en France, c'est moins de 3%, voire 2%. Et ça représente quand même aussi 42% des emplois. En France, c'est moins de 3% aussi, voire 2%. Alors, avant de commencer, cette prospective a démarré, a été beaucoup inspirée par mes travaux au départ, qui ont été lus en Inde et beaucoup aimés, parce que ça racontait bien l'histoire des impasses et de la crise agraire qui se passait depuis, on va dire, une dizaine d'années, donc 20 ans même. Et on est à l'échelle mondiale dans ce qu'on appelle, c'est le Modern Economic Growth, la croissance économique moderne. C'est un terme qui est utilisé par un Nobel Lewis d'économie, qu'on appelle la croissance économique moderne, ou en termes un peu plus techniques, transformation structurelle. Donc voilà, les deux, Kuznets, Lewis, Kuznets surtout en 66, voilà, tous deux sont des Nobel d'économie. Et c'est quoi en gros, pour résumer, c'est un modèle où la valeur et l'emploi migrent de l'agriculture, et de façon linéaire, de l'agriculture à l'industrie, qu'on appelle à l'époque la manufacture, qui employait beaucoup, au service. D'accord? Jusqu'à arriver dans ce qu'un chercheur de Harvard, Peter Timmer, appelle, en 2009, il en a fait un livre, Un monde sans agriculture, où l'agriculture représente moins de 3% de l'emploi et du PIB dans l'économie. Et c'est dans ce monde-là que sont arrivés, la France compris, tous les pays de l'OCDE. Avec, dans ce monde-là, on a du coup des grandes fermes spécialisées, qui est le moteur de l'industrialisation, se spécialisent, chimisées et robotisées, évidemment grâce à une énergie fossile bon marché, jusqu'à encore présent, même si ça devient de plus en plus épineux. Une alimentation aussi des ménages qui est devenue bon marché, notre part de dépenses dans l'alimentation a considérablement baissé, ce qui nous permet aussi de faire autre chose, et d'avoir des smartphones, et de pouvoir, etc., etc. Donc le problème que je vous ai dit, c'est qu'elle est devenue aussi très déséquilibrée. Et puis, le grand mérite de ce modèle-là, c'est qu'on a une convergence des revenus entre agriculteurs et non-agriculteurs. Les campagnes, pour
ça que ce modèle est aussi puissant et utilisé par les économistes classiques, enfin néoclassiques plutôt, mainstream, c'est que les campagnes sont sorties de la pauvreté millénaire. En gros, on a vidé les campagnes de paysans, mais ceux qui restent gagnent beaucoup plus et leur revenu moyen a convergé avec les non-agriculteurs. D'accord? C'est la vertu de ce modèle. Ce modèle-là, je l'ai appelé, je ne vais pas vous expliquer le graphique parce qu'il est un peu compliqué, mais c'est ce que j'ai appelé le sentier de Lewis, le Lewis Pass, des pays industrialisés. Et là, en gros, au centre de la figure, on part c'est le centre, c'est 1970, et ça vous montre le chemin de transformation structurelle entre, à droite, l'axe des abscisses, ce sont les actifs en chiffres absolus, et donc c'est un proxy de la taille des fermes, et en abscisse, en ordonnée, c'est l'écart de revenus entre agriculteurs et non-agriculteurs. Donc vous voyez ici que le nombre d'agriculteurs a considérablement, en plus ces courbes, c'est assimilable à des vitesses, et beaucoup plus ici dans nos pays, en particulier Eurasie, enfin en particulier en Europe. Le nombre, c'est un grand plan social, le nombre d'agriculteurs a fondu, en France on sait, on connaît bien, dans les pays en transition, ex-URSS, et dans les pays d'Amérique du Nord et du Sud. Et puis parallèlement, eh bien, l'écart de revenus entre ceux qui restent dans l'agriculture et le restant a convergé. D'accord? Alors le problème, c'est ce que je montre dans mes travaux depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que, et ce modèle sert de modèle pour tous les gouvernements. Si on veut se développer, la croissance moderne, c'est quoi? C'est de suivre ce modèle. Il faut évacuer, il faut industrialiser, il faut localiser, etc. Ce que je montre dans mes travaux, c'est que le problème, c'est que l'essentiel du monde, même si la part des agriculteurs dans la population active diminue en pourcentage, le nombre d'agriculteurs en absolu a augmenté. Et donc, la taille des fermes, au lieu d'augmenter et d'être robotisée et mécanisée pour produire toujours plus de calories par tête de pipe, quoi, eh bien, ça a été l'inverse qui s'est passé dans l'essentiel, et particulièrement en Asie, où le nombre d'actifs agricoles, au lieu de diminuer, il a augmenté, et comme ils ont peu déforesté comparément au Brésil, eh bien, la taille des fermes a diminué. Et comment vous voulez faire des économies d'échelle et robotiser vos fermes, comme on l'a fait ici avec des gros tracteurs, etc., et amortir vos coûts, eh bien, vous ne pouvez pas. Donc, le seul moyen qui a été utilisé, ça a été, du coup, comme la taille des fermes diminuait, le moyen de conserver sa productivité par personne, par agriculteur, eh bien, c'était, on leur a dit, la révolution verte, c'est ce qui va permettre d'augmenter les rendements et vous allez sortir de la pauvreté de cette façon, pas en agrandissant, enfin, on leur a même pas dit ça, même si c'était le moteur de productivité, mais au contraire, en utilisant toujours plus de variétés au rendement qui ne sont à un rendement, en vous spécialisant, et qui ne sont à un rendement que si vous apportez beaucoup d'irrigation, beaucoup d'engrais, et évidemment, puisque vous êtes en monoculture, vous êtes spécialisé, le seul moyen de lutter contre les pestes en monoculture, c'est les pesticides, il n'y a pas d'autre... voilà. Donc ils se sont mis à utiliser beaucoup plus que chez nous, à intensifier avec les technologies de ce qu'on a appelé ici en France, excepté les technologies des gros tracteurs, etc., mais par des quantités beaucoup plus importantes de ces intrants industriels pensés pour des cultures particulières en amont et pour produire... Et donc, on est arrivé à des rendements très élevés, comme vous voyez. Ici, c'est un graphique qui vous présente les hectares par actif agricole, c'est toujours mon abscisse préférée, la disponibilité en terre par actif agricole, et en abscisse, je vous ai mis les rendements que j'estime en kilocalories par hectare. Donc vous voyez qu'ici, en Asie, on a considérablement augmenté la production, on a fait cracher des calories par hectare, avec d'énormes subventions d'État, aux engrais, à l'irrigation, à l'électricité plus ou moins gratuite pour pomper l'eau dans les nappes, etc. Et on arrive à des rendements qui, en moyenne, en plus ce sont des moyennes, on est à 70 000 au Punjab, on est à 40 000 en moyenne en Asie. En Europe, vous voyez bien, alors ce qui est important, ce sont mes isocourbes ici. C'est une mathématique très simple, mais qui vous montre, quand on croise la production des rendements plus ces disponibilités par hectare, on obtient la productivité du travail. C'est combien vous produisez par agriculteur. Et vous voyez ici que les pays de l'OCDE, ils ont certes augmenté le rendement, mais bien moins que les Asiatiques, d'accord? On regarde sur l'échelle des ordonnées. Par contre, leur taille de ferme, c'est un proxy, a considérablement augmenté grâce aux motorisations, et que le tout dans le tout, on arrive en moyenne à peu près 800 000 kilocalories par jour par
agriculteurs dans les pays de l'OCDE, c'est une moyenne, alors qu'en Asie, on reste en dessous, on est à peu près à environ 10 000. Vous voyez bien le rapport énorme entre quand vous pouvez motoriser, robotiser et passer à grande échelle, et quand vous ne pouvez pas. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair ici, mais je vais continuer. Alors, c'est justement pour répéter ici, le moteur du profit en fait en agriculture industrielle, c'est s'agrandir. C'est comme avec les GAFAM, ou dans les autres secteurs. C'est la logique industrielle. C'est quoi la logique industrielle? C'est se spécialiser, s'agrandir, augmenter toujours plus la taille de ses fermes, grâce à la robotisation. On a pu se permettre, parce qu'on avait de l'énergie fossile pas chère, et elle reste pas chère, et la spécialisation qui va permettre des économies d'échelle, qui va permettre d'amortir les coûts à la fois de cette robotisation et des intrants qui sont associés à ce régime industriel. D'accord? Alors, jusqu'à arriver, comme je l'ai dit, dans ce monde sans agriculture, moins de 30% de l'emploi, moins de 30% du PIB. Alors, les points positifs, c'est quoi? Enfin, quelque part, on va essayer de... Ben, on a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a des campagnes qui sont sorties de la pauvreté. D'accord? Le revenu a convergé, en moyen, je parle en moyenne, moi c'est des gros chiffres, il a converti, le revenu des agriculteurs a convergé avec les non-agriculteurs. Moi, je l'ai vu dans ma propre famille. Voilà. On a des agriculteurs qui sont modernes. Mon père, c'est rentrer dans la modernisation, hein, et nourrir le monde. Donc, moderne et fier d'utiliser les technologies qui étaient à l'époque, et en particulier, avoir des grosses machines, des gros tracteurs. Moi, j'ai commencé par ma carrière en étudiant les faillites, elles n'existaient pas en agriculture, qui étaient dues à un surendettement pour les grosses machines, pour les tracteurs. C'était au moment de la procédure Cresson en faveur des agriculteurs en difficulté, et c'était un surinvestissement dans les grosses machines, etc., dans les gros tracteurs. Voilà. Et on a des nations, là, insérées dans le commerce mondial pour nourrir le monde. Typiquement, là, vous avez le discours de la FNSEA, encore de récemment. Oui, mais il ne faut surtout pas que... enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous voyez bien qu'il y a ce discours de dire, oui, on est là pour nourrir l'Afrique, etc. Alors, ce qu'on oublie de dire, c'est que, certes, on exporte maintenant, alors, soi-disant, un avantage comparatif qui a été construit de toutes pièces, avec d'énormes subventions pour exporter ces céréales, mais d'un autre côté, on importe toutes nos protéines, hein, d'Amérique latine et d'ailleurs. Enfin, et en Inde, il s'est passé exactement la même chose. Ils sont devenus autosuffisants en céréales, mais les premiers importateurs mondiaux d'huile végétale et les premiers importateurs mondiaux de pois et lentilles. Ce qu'on ne dit jamais. Ils disent on a atteint notre sécurité alimentaire, ce qui est complètement faux. Pareil pour les Français. Alors, il y a des points aussi qui posent question, d'où mon petit smiley négatif, on va dire. On a une forte spécialisation, et derrière la spécialisation, il y a une question très importante, c'est celle du risque, et qu'on a une beaucoup plus faible résilience aux chocs économiques, climatiques et sanitaires. Alors, une forte dépendance aux énergies fossiles, une forte dépendance aux savoirs, technologies et droits de propriété extérieurs au monde agricole, un renforcement de ce qu'on appelle en économie les oligopoles ou oligopoles, c'est-à-dire peu de concurrence, et finalement l'agriculteur se trouve squeezé entre quelques firmes d'amont qui vont, style Bayer, Monsanto, qui vont leur fournir les intrants conçus, soi-disant pour eux, pour en fait produire selon ce qu'on a essayé de maximiser en laboratoire. Et puis, voilà, et pareil en aval, donc avec une valeur ajoutée qui est de plus en plus sous l'influence de ce qu'on appelle des pouvoirs de marché, et dans lequel l'agriculteur, au nord comme au sud, va évidemment perdre. On a des surendettements et suicides des plus petits agriculteurs, ça arrive en France, c'est de la profession où on connaît plus de suicides, c'est aussi en Inde à plus grande échelle. Un haut niveau, en plus ça coûte très cher, c'est un niveau de subvention publique, même, enfin bref, c'est reconnu par tout le monde, y compris ici, on subventionne énormément notre agriculture. Une érosion évidemment des ressources en biodiversité, sol et air, une malnutrition, donc je viens de vous décrire, etc., des cancers, des maladies cardiovasculaires, et aussi des paysages, soyons francs, des paysages et des campagnes tristes pour habiter, pour le tourisme, etc. Donc, en Asie, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas répéter ça. Ah oui, si, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en Inde, en Asie, la taille des fermes est diminuée au lieu d'augmenter, mais il y a des facteurs derrière. C'est que déjà, bon, il y a la croissance démographique, et avant tout, il y a une question de pauvreté. Hein. Les populations arrêtent d'augmenter en quantité quand elles ne sont pas pauvres. Et on l'observe très bien en Inde, notamment dans l'état du sud de l'Inde, dès que la pauvreté diminue, la population augmente bien moins, et pas du tout comme chez nous. On a
des industries et services de moins en moins intensifs en emploi. Donc à un moment de l'histoire où des pays comme l'Inde ou l'Asie doivent absorber non plus des millions, mais des centaines de millions d'agriculteurs dans des secteurs qui eux aussi sont de plus en plus robotisés, typiquement la production de voitures. Maintenant on produit des voitures de la même façon en France qu'au Brésil ou qu'en Inde, c'est-à-dire qu'on n'est plus au temps de la manufacture, donc c'est de plus en plus robotisé, donc il y a de moins en moins de demandes pour cette manufacture. En plus la Chine a pris la place en 1980, l'Inde a voulu prendre des services, mais c'est beaucoup moins intensif en main-d'œuvre. Et puis, question importante que je veux quand même lui dire ici, il faut que j'accélère vraiment, désolé, on a des guerres et des migrations limitées. En Europe, n'oublions pas, déjà, ça je tiens absolument à vous le dire, il y a eu 40 millions d'Européens de l'Ouest, de 5 pays de l'Ouest, qui ont migré de 1850 à la Première Guerre mondiale pour aller dans le Nouveau Monde. C'était avant tout des paysans, et pour des raisons d'emploi qu'ils ne trouvaient pas. J'ai fait un petit calcul. Admettons que le même phénomène se passe à partir de 2015 sur la même période, juste pour l'Inde, j'obtiens 360 millions. Juste. D'accord? Donc vous voyez bien que ces possibilités, ce que je veux dire ici, c'est que les possibilités d'émigration du secteur agricole à d'autres secteurs qui sont moins intensifs en emploi sont de plus en plus bloquées du fait de la robotisation, mais qu'aussi les possibilités d'émigration sont de plus en plus bloquées. Vous connaissez le débat sur les émigrations, particulièrement en France aujourd'hui ou ailleurs. Et puis, en Inde, en Asie, ils n'ont pas eu de guerre mondiale, qui ont tué avant tout aussi des paysans, ce qui a permis de libérer de la terre aussi. En Inde, donc, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que la forte croissance des rendements et des intrants industriels n'a pas compensé cette réduction, et les agriculteurs finalement indiens et asiatiques sont devenus plus pauvres vis-à-vis des agriculteurs OCDE et vis-à-vis des non-agriculteurs domestiques. Et donc la conclusion, c'est qu'une telle crise agraire ne peut être résolue avec l'agriculture industrielle dans des pays comme l'Asie, demain l'Afrique, ça sera probablement, ou bien, ça peut toujours être possible, mais à des coûts socio-économiques, sanitaires, environnementaux, budgétaires qui sont déjà très élevés, et que si on continue cette trajectoire vers un monde sans agriculture, seront à ce moment-là sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et donc, la question qu'on s'est posée dans cette perspective, c'est quid des micro-fermes agroécologiques qui serait une alternative à la méga bidonvillisation, méga slum urbanization en anglais, et qui fournirait à l'Inde, par exemple, un avantage comparatif sur le long terme. Donc je vais aller beaucoup plus vite. Il se trouvait que dans cet Andhra Pradesh, à partir de 2016, est né un mouvement. La définition de l'agroécologie, on dit, il y a un article très connu d'ailleurs avec les Français dedans, de 2009, qui est, on essaye de définir l'agroécologie comme à la fois c'est un mouvement politique, une science et une pratique. Et là, j'ai retrouvé à la fois ces trois dimensions, donc un mouvement qui était en réaction à 5 défis rencontrés en Inde. D'abord la détresse des agriculteurs, il y avait des suicides en masse, et leur forte dépendance, surendettés non pas pour acheter des gros tracteurs, comme en France avant tout, mais pour acheter les intrants de la révolution verte, donc les semences soi-disant à rendement, enfin bref. Malgré tout ça, malgré leurs subventions. Donc dès qu'on n'avait pas les surfaces nécessaires pour amortir ces coûts, c'est le suicide assuré du moment qu'il y avait un échec de culture qui était en plus fréquent, puisqu'on est en monoculture, donc beaucoup moins résilient à ces chocs climatiques en particulier. Une crise de l'alimentation, on s'aperçoit de plus en plus en Inde que, y compris dans les campagnes, c'est lors de mon séjour, je m'en suis aperçu, une sensibilisation qu'en fait la production intensive était pleine en particulier de pesticides et conduisait à des cancers qui coûtaient très cher aux familles, qui dépensaient tout pour payer l'hôpital aux parents, aux grands-parents, une érosion sans précédent des sols, des eaux et de la biodiversité, un changement climatique aussi, et puis une injustice climatique, les plus pauvres et moins responsables sont les plus affectés. Une science en devenir, inspirée de ce qu'on appelle l'agriculture régénérative, en lien en particulier à un auteur japonais, et puis donc l'agroécologie, alors je vous ai dit qu'il y avait plein de définitions, moi je la définis ici d'une façon très simple, c'est qu'au lieu de se spécialiser et d'utiliser les intrants pour produire un maximum des productions sur lesquelles on s'est spécialisé, pour bénéficier des économies d'échelle et réduire le coût de ces intrants, et bien là, le moteur de productivité à la fois de la terre et du travail est basé, non plus sur ça, sur ce truc-là, mais sur des synergies biologiques entre multiples espèces végétales et animales, au-dessus et en dessous de la surface du sol. Voilà. C'est des fonctions écologiques liées, encore une fois, à ces synergies entre multiples espèces végétales. Et ça peut être très puissant, et je l'ai vu de mes yeux.
J'avais conceptualisé ça presque 10 ans avant, mais j'avais vu ce que ça pouvait donner en Andhra Pradesh. Et une pratique, donc je vais passer rapidement. J'ai identifié dans un article qui est disponible en français comme en anglais, que je peux vous envoyer. Il y a eu 5 grandes raisons pour que ça démarre à partir de 2016. Ce mouvement auquel maintenant, on va dire, entre presque 1 million d'agriculteurs, ce sont les plus petits. Donc la raison, c'était une crise, vraiment, y compris dans les campagnes, une niche socio-technique alternative, je vais passer tout ça. Un haut fonctionnaire expérimenté, charismatique, que je connais très bien, qui m'a commandé la prospective collective qu'on a fait ensuite après. Une entreprise publique, c'est très important, ça a été institutionnalisé. Lui, c'était un haut fonctionnaire, et je ne pense pas que des mouvements comme ça peuvent se développer sans l'État et sans une institutionnalisation aussi. Parce que, par exemple, l'agriculture organique reste niche en Inde comme ici. Là, il y a vraiment eu une institutionnalisation. Des finances, effectivement, il faut toujours des finances. Au départ, ça a été à la fois public, mais très peu, hein, mais des fondations, notamment l'Asin Premji Foundation, c'est un des milliardaires indiens. Et puis des innovations institutionnelles auxquelles je suis très admiratif, qui sont très compliquées. Je vous en donne un exemple ici, je ne vais pas du tout aller en détail pour vous montrer sans DAS, sans sommet, mais moi je ne sais pas comment ils arrivent à manager tout ça, à faire travailler les gens ensemble. Beaucoup est basé, le cœur du projet est basé sur des groupes de microcrédits féminins, donc tout est basé, comme le dit Vijay Kumar, le capital social, c'est ces groupes féminins. Je passe en détail tout ça, je suis désolé, peut-être dans les questions ça reviendra, et on arrive donc à peu près là, mon chiffrage, il y a 3 ans, c'était à peu près 695 000 début 2020. Je passe aussi sur les raisons, on y reviendra peut-être après, pourquoi ceux qui adoptent et ceux qui n'adoptent pas. Et là, je voulais vous faire, mais je la ferai après, je vais terminer si vous n'êtes pas trop épuisé. Je vais faire une petite vidéo, une petite pause. T'inquiète pas, prends 5 minutes. Ok, donc pour faire une petite pause, je voulais faire une petite pause cinéma, juste pour que vous incarniez un petit peu ce mouvement, plutôt que des slides un peu, voilà, surtout quand le temps est compté. Donc là, je vais vous passer aussi une petite vidéo qui a été faite par les Indiens, l'organisme en question là, qui coordonne tout ça à l'échelle du gouvernement d'Andhra Pradesh. C'est 5 minutes qui ont été traduites par mes collègues du Sénégal, auxquels j'étais. On a démarré une prospective similaire l'année dernière. Et quand je leur parlais d'agriculture naturelle en Andhra Pradesh, ils étaient très intéressés. Et donc, du coup, ils ont traduit cette vidéo. Je vous conseille aussi, peut-être ça viendra plus tard ici, je vous conseille d'inviter mon amie Renuka George, qui n'est pas une chercheuse, mais qui vient de terminer. Ça a été diffusé sur Ushuaïa TV le mois dernier. Je crois que peut-être c'est encore diffusable, mais elle est prête à venir pour vous parler. Et là, elle a 55 minutes qui vous montrent ce mouvement de l'agriculture naturelle, d'une façon dans ses différentes dimensions. Donc on aurait pu regarder ça. Maintenant, je vous passe la petite vidéo. Je shift. Il est où mon petit film? Ah voilà, je vais le trouver ici. Là. Tout à fait en bas. Non, tout à fait en bas, merci. Oh, il faut que je joue avec la bonne chose. Prends ton temps. C'est terrible parce que désolé, là, on l'a obligé à faire un sprint, mais de façon à vous laisser le temps des questions, mais prends ton temps quand même. Hein. కష్టాలు ఉండేవి సార్ అప్పుడు వర్షాలు తక్కువ వస్తాయి పంటలు కూడా చేతికి దొరకడం లేదు సార్ అప్పుడు తినడానికి అన్నం కూడా దొరికేది కాదు సార్ అప్పుడు ఇంట్లో ముగ్గురు నలుగురు పోతే జరుగుతుంది లేకపోతే లేదు సార్ అప్పట్లో పొలం సార్ ఈ భూమిలో కెమికల్ వేసేవాడు సార్ మేము వేరుశనగ వేసేవాడు మేము తక్కువ దిగుబడి వచ్చేది సార్ ఎకరాకి వచ్చేసి 6 బ్యాగులు 7 బ్యాగులు వచ్చేది సార్ మాకు దీపం సార్ వచ్చినాడు సార్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీద చెప్పినాడు సార్ వ్యవసాయంలోనే వర్షానికి ఇట్లా వచ్చిన నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా అడ్డంగా దున్నాలా దాంతోపాటు ఘనజీవామృతం నియమాశ్రమం ద్రవజీవామృతము అన్నీ వేసుకుంటే నేల మనకి బాగా గుల్లబారుతుంది కెమికల్ వేస్తుండే నేలకి మనకి దానికి చాలా డిఫరెన్స్ అవుతుంది అని చెప్పారు సార్
వచ్చేసి పిఓకి మోడల్ సార్. ఫస్ట్ కాళ్ళు వేసుకున్నాం, బిడ్డలు వేసుకున్నాం. ఒక లైన్ వచ్చేసి ముల్లంగి, సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి బీట్రూట్, థర్డ్ వచ్చేసి క్యారెట్, మధ్యలో మొక్కజొన్న. దాని తర్వాత కోసి కూడా లైన్ పెట్టినాం సార్. అలసంద పెట్టాం సార్. ఆకులు కూడా వేసుకుంటాం సార్. కొత్తిమీరని, మంతాకు, గోగాకు వేసుకుంటాము. దాంట్లోనే అదే పంట అయిపోతుంది. పంట అన్ని డబ్బొచ్చే విధంగా పెట్టేసాం సార్. మనకి చుట్టూ సర్దేశాం సార్. దోమ కానీ పురుగు కానీ వచ్చే తెగుల్ని అరగట్టుకుంటాం. అప్పుడు కెమికల్ మందులు ఎత్తాం కదా సార్. డిఏబు కానీ పొట్ట అవన్నీ వేస్తుంటే అప్పుడు నేల అనేది గట్టి వాడుతుంటే నీళ్ళు వచ్చిన నీళ్ళు కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంటే. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసినామంటే ఘనజీవనం వేస్తాము. అది వేసిన తర్వాత వాంగ్వాము కిందికి పైకి తిరిగేస్తామంటే అప్పుడు నేల అనేది బాగా మెత్తగా అయ్యి గుల్లబారి నీళ్ళు వచ్చిందే నీళ్ళు కూడా బాగా లోపలికి ఇంగుతుంది సార్ మనకి. కెమికల్ వేసిండే కాయలన్నీ అవి 2 రోజులు ఉంటుండలేదు. మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో చేసిండే పంటల కూరగాయలు మాత్రము ఒక నిలువ పెట్టినా 1 వారం రోజులు ఉంటాయి సార్. ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు కాయ కూడా బాగా షైనింగ్ ఉంటుంది. ఇది తింటే మనకి ఆరోగ్యం కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఇవే తీసుకుంటాం బాబు, రూపాయి ఇంకా ఎక్కువ రేట్ పైన ఉంటుంది. ఇవే తీసుకుంటాం మేము అని వాళ్ళు వస్తారు సార్ మన దగ్గరికి వస్తారు. అదే అయితే వాళ్ళ దున్నల్లా టీఏ పెట్టుకున్న వాళ్ళు వేసుకోనల్లా అంతే 30 రోజులు ఖర్చు వస్తుంది సార్. మనకి ఇది 5-6 రోజుల లోపల వస్తుంది. మనకి ఇద్దరం కొనేది ఒకటే సార్. మనకి దీన్ని దున్నేది లేదు, ఏం లేదు, లేవాల్సి లేదు, ఏం లేదు. నేను నా భార్యని ఇద్దరు కలిసి మేము చేసుకుంటున్నాం సార్. నేను వేసిన తర్వాత దాన్ని చూసి పక్కతో రైతు కూడా బాగానే ఆదాయం వస్తుంది, మేము కూడా ఈ విధంగా చేసుకుంటాము అని 25 మంది దాకా మారేసినారు. మన ఇంట్లో ఉండే పసిపిల్లోని ఎట్లా జాగ్రత్త తీసుకుంటామో ఆ విధంగా పంటను కూడా మనం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. కళకు ఏమన్నా ఉంటే అది తీసేసుకోవాలి. ఇంకేమన్నా పసర పురుగు అది ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మనము నియమాసం పంట స్టేజ్ బట్టి మనం పిచికారి కొట్టుకున్నాం సార్. ఆదాయం వస్తుంది కదా సార్. మనకు పంటలు ఇంత 50,000-60,000 వస్తే 20 పంటలు వేసాం కాబట్టి మనం 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఆదాయం వస్తుంది సార్. Parce que j'ai été trop rapide. Tout est basé ici sur la diversification des cultures et des préparations au départ, en tout cas les premières années, qui sont des biostimulants, pas du tout des engrais organiques, à base d'urine et de bouse de vache, avec différents autres composants pour à la fois assurer la protection des cultures, stimuler au vent. Ils enrobent aussi leurs graines, leurs semences dans ces préparations. Je ne vais pas aller en détail là-dessus. Donc, je vais terminer, là c'est ma dernière section, sur la prospective collective agroéco 2050. Donc c'était une demande par le gouvernement d'Andhra Pradesh. Là on était au secrétariat, c'était en 2019 quand on a commencé à lancer le projet, avec une méthode similaire de prospective à Agrimonde, donc toujours un collectif où on prend soin d'avoir des scientifiques, mais en plus des scientifiques de différentes disciplines, c'est-à-dire pas uniquement des agronomes, pas uniquement des économistes, ou pas uniquement, mais avec des sociologues, etc.
et puis qui vont débattre de scénarios. Moi, je force les gens à être sur vraiment des scénarios très contrastés, qui correspondent à des régimes, ce qu'on appelle régimes sociotechniques, et puis donc un outil quantitatif. Donc ici, moi j'ai fait un truc ad hoc ici à l'Inde, parce que c'était par État indien, et là on va se centrer sur l'Andhra Pradesh. Je passe les aspects liés à ce modèle et cet outil pour la prospective collective, où il s'agit d'améliorer la connaissance collective, c'est-à-dire que c'est notamment les hypothèses et paramètres, au lieu d'être faits par des économistes dans leur labo avec leurs chiffres qu'ils ont. Voilà, on débat ces différents éléments pour améliorer le débat démocratique et la décision publique. Et on s'est concentré sur 4 grandes dimensions, de l'usage des terres jusqu'au rendement et de production alimentaire. Donc on a eu 2 scénarios très contrastés. Donc un scénario, comme je l'ai dit, tendanciel, poursuite de la révolution verte et intensification avec des drones, avec tout ce que vous vend la Bill and Melinda Gates Foundation par exemple, ou encore Bayer et compagnie. En Inde, c'est devenu un énorme marché, l'Inde, hein, c'est 1,4 milliard d'habitants, et avec cette agriculture industrielle très intensive en intrants, en OGM ou autre, c'est un énorme marché. Donc vous imaginez les lobbies pour défendre ce marché aujourd'hui. Et puis un scénario de rupture basé sur cette agriculture naturelle à petite échelle, hyper diversifiée. Alors, je ne vais pas vous présenter, c'était l'objet de ma mission il y a un mois avec la FAO et nos autres partenaires, de présenter ça au gouvernement à la fois d'Andhra Pradesh et de discuter des résultats. Là, vous avez le tableau des principaux résultats de notre prospective suivant les 2 grands scénarios. Et on obtient des résultats nettement en faveur de la micro-agroécologie. Pour résumer ce scénario, en fait, donc tout ça est issu de débats, puis après on croise à partir des quelques hypothèses qu'on fait ensemble, qu'on débat pendant éventuellement des jours, sur le niveau de rendement possible, à partir des expériences de ce qu'on obtient déjà aujourd'hui, par exemple en agriculture naturelle. Pour l'agriculture industrielle, c'est plus facile, on peut se baser sur les tendances passées. Donc, comme moi, je fournissais des données depuis les années 60, ça me prend un temps énorme pour avoir des séries consistantes. On pouvait prendre la tendance, qu'on fait beaucoup de modèles. Là, pour l'agroécologie, pour l'agriculture naturelle, on se basait sur déjà les expériences in situ. Et puis, voilà, on débattait. Et donc, un des gros trucs ici, c'est qu'on ne touche pas aux forêts en termes d'usage des terres, mais on cultive, par rapport au scénario industriel, plus de 2,8 millions d'hectares de terres laissés en jachère par l'agriculture industrielle. Et 365 jours par an, parce que cette agriculture qui économise aussi beaucoup d'eau est capable, je l'ai vu, en quasi plein désert, de produire 365 jours par an de la biomasse utile. D'accord? Alors ça concourt beaucoup à ce que on a fait des hypothèses de rendement légèrement inférieures pour l'agriculture naturelle, parce qu'on a aussi assumé que c'était moins calorique comme la canne à sucre ou comme voilà. C'était beaucoup plus diversifié, donc il y avait moins de calories, mais c'était beaucoup plus équilibré. Mais comme on cultive, on régénère ces terres, encore une fois sans toucher aux forêts ou tout ce que vous voulez, on produit finalement au total, on produit plus. Et plus de 1000 kilocalories par jour et par habitant en 2050. Et par ailleurs de la nourriture qui serait beaucoup plus saine et équilibrée, et donc dont les coûts en santé seraient bien moindres, alors qu'ils sont déjà très élevés en Inde. Et on aurait des micro-agriculteurs, donc là on arrive à peu près 0,8 hectares, ce serait un peu plus qu'aujourd'hui en moyenne, qui gagnent autant que les agriculteurs, que les industriels en 2050 dans le scénario industriel, qui n'auraient que 1,1 hectare, même si on a divisé par 2 les actifs agricoles entre 2020 et 2050 dans ce scénario-là, on n'arrive qu'à 1,1 hectare. Mais ici, on est 0 engrais, 0 pesticides. Quand je dis engrais, c'est même pas de fumier organique. Et d'importantes économies d'eau et bien évidemment d'énergie fossile. On a aussi, dans ce scénario, plus 5 millions d'agriculteurs par rapport au scénario industriel. En gros, on est à 10 millions d'agriculteurs, donc c'est à peu près le niveau de 2020. Mais dans le scénario industriel, la logique voulait qu'on diminue encore, et donc on était passé à 5 millions. Et du fait de ces plus grands emplois, on a un taux de chômage qui passe, aujourd'hui c'est à peu près 30%, de 30 à 7%. Dans ce scénario, comme dans le scénario industriel, on est à 30% comme aujourd'hui, alors que dans le scénario d'agriculture naturelle, on est à 7%. Donc en plus, on réduit de 47% à 22% l'écart de revenus qui resterait entre les actifs agricoles et non agricoles. Enfin,
du fait qu'on ait plus d'emplois, du fait qu'on ait un meilleur revenu par agriculteur parce qu'ils économisent sur les intrants. Donc, leur production, comment dire, leur revenu net et leur valeur ajoutée augmentent parce que c'est pas simplement qu'on produit plus à l'hectare, mais surtout on réduit considérablement les coûts de production, donc la valeur ajoutée aussi, et on multiplie sur un nombre d'hectares très important. Donc on aurait un PIB agricole où la valeur ajoutée qui augmenterait beaucoup, et qui du coup, couplé au fait qu'il y ait moins de chômage, donc plus de pouvoir d'achat, on aurait aussi une croissance, un PIB, produit intérieur brut, dont on parle tout le temps dans la presse, la croissance, la taux de croissance, qui, justement, dans le scénario d'agriculture naturelle, eh bien, passerait de 6 et serait à 6,5% par an jusqu'en 2050, 2019 à 2050, alors qu'il ne resterait que de 6% dans le scénario d'agriculture industrielle. Et parallèlement, on revertirait l'économie et on économiserait des milliards de subventions publiques. Et je termine par cette diapo. Ça, c'est un truc d'économiste, mais que, enfin, moi, j'ai essayé, dans ces deux scénarios, de chiffrer combien coûteraient les politiques pour qu'il y ait réduire les inégalités qui explosent en Inde comme ailleurs dans le reste du monde, au sein des populations. Voilà. Et un des moyens pour réduire les inégalités, donc il y aurait ici dans ce scénario, et avec ce qu'on était capable de quantifier, en fait, il y a déjà réduire les inégalités entre parmi les actifs agricoles et les non agricoles. Vous voyez, dans les deux scénarios, il restait quand même un petit écart. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Alors, dans le scénario industriel, comment on réduit ces écarts comme actuellement? On fait des subventions à la fois aux intrants, c'est des dizaines de milliards d'euros maintenant en Inde, par an, des subventions à l'intrant pour permettre l'électricité gratuite pour pomper l'eau des nappes phréatiques, subventionner les engrais chimiques, subventionner le crédit pour que les agriculteurs puissent emprunter pour acheter les engrais subventionnés et utiliser, etc. Donc ce serait la même logique et ce serait, là je suis en milliards de roupies, en roupies constantes, donc de 2011. Donc le PIB total dans le scénario industriel était de 37 000 milliards de roupies, trilliards. Donc on serait ici, les subventions pour réduire cet écart entre actifs agricoles et non agricoles, ce serait à peu près de 2500 milliards de roupies. Dans le scénario de... Ça c'est une dimension importante que je vais essayer de terminer là-dessus. La logique est complètement différente. Vous voyez, parce qu'on n'est plus dans les intrants, etc. Et donc ici, et je pense que c'est une raison, l'agriculteur du scénario agroécologique va produire plus et mieux. Donc il va produire plus, il va augmenter son revenu, il va aussi diminuer ses charges, donc il va gagner plus. Et mieux, donc on peut espérer qu'il ait une meilleure valorisation sur le marché, donc c'est très bien, il va augmenter beaucoup, mais il reste limité par sa petite taille. D'accord? Donc comment, la question... Donc, à un moment donné, l'écart de revenus va diminuer, mais après, si le revenu des autres continue d'augmenter, comme c'est probable dans les autres secteurs, du coup, l'écart va augmenter, et donc la pauvreté, c'est toujours relatif, va réaugmenter. Donc, un des moyens que moi je suggère et je pousse beaucoup, c'est d'avoir des paiements pour services environnementaux qui sont vraiment rendus dans ce scénario agroécologique. C'est-à-dire que l'agriculteur, au lieu d'épuiser l'eau et de la polluer, il va la filtrer. Et l'économiser. En termes de gaz à effet de serre, au lieu d'émettre massivement des gaz à effet de serre, notamment via les engrais chimiques, enfin bref, il va stocker du carbone dans le sol, puisque cette agriculture stocke du carbone dans le sol et est susceptible d'abattre massivement nos quantités de gaz à effet de serre au moins pendant 20 ou 30 ans. Je pense que vous avez entendu parler de l'initiative 4 pour 1000 des Français à la COP 25, je crois. Et donc, voilà, et aussi, c'est vraiment des services rendus en termes de résilience aux chocs, que ce soit les chocs économiques comme le prix de l'énergie fossile. La guerre en Ukraine, vous avez bien vu comment ça a impacté les agriculteurs ici en France. Dès que le prix de l'énergie fossile explose, eh bien, les coûts d'alimentaire et de production aussi augmentent. Et puis la résilience aux chocs climatiques, parce que par définition, on est hyper diversifié, donc on est hyper résilient. Je peux vous montrer des photos d'agriculture conventionnelle, spécialisée, et puis ce genre de système, ça n'a rien à voir. Donc, on pourrait payer, comme on accepte aujourd'hui de payer des médecins pour prendre soin de nos santé, pourquoi on ne payerait pas des dizaines et même des centaines de millions de petits micro-agriculteurs, notamment au sud, pour les services environnementaux qui rendraient au restant de l'humanité.
Voilà, puis après il y avait l'autre chose, politique pour réduire les inégalités entre les actifs et les chômeurs, donc vous voyez qu'ils sont bien moindres puisqu'on a moins de chômage dans le scénario agroécologique. Et voilà, après je fais par rapport au pourcentage du PIB, et vous voyez que du coup pour les pouvoirs publics même, ça serait bien moins, même si c'est des chiffres quand même qui restent élevés, bien moins élevé dans le scénario agroécologique que dans le scénario industriel. Et donc ma conclusion générale, et je vous invite à, j'espère qu'on va un peu discuter de ça, c'est moi tous ces travaux et depuis plusieurs années, plus ça va, plus je me dis que finalement on a à faire des choix dans ce régime socio-technique industriel, où linéairement l'emploi et la valeur migrent de l'agriculture à l'industrie et aux services, pour à terme arriver dans quoi? Dans une société sans travail, on est tous nourris et divertis par des robots, avec plein d'énergie fossile d'ailleurs pour alimenter tout le bazar, hein, mais est-ce que c'est vraiment là d'abord qu'on veut aller? Qui va contrôler les robots et formater aussi nos esprits, puisque intelligence artificielle ou autre, etc. Et comment on forme société s'il n'y a plus de travail? Et quel sens? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut bien voir que dans ce schéma de croissance moderne, l'idéal quelque part à terme, c'est encore une fois une société sans travail, où on est dans des chaises-longues, avec une paille en train de boire une solution nutritive et devant un écran en train de s'amuser à jouer à je ne sais pas quoi. Voilà, et puis des réseaux soi-disant sociaux. Donc, est-ce qu'on continue de produire massivement quelques denrées recomposées et transformées en aval, où valeur, investissement et emploi sont de plus en plus concentrés, notamment pour réparer les failles sociales et environnementales du système? Alors c'est sûr, ça emploie beaucoup. On a de plus en plus de monde dans la santé, parce qu'il faut bien soigner les gens qui ont plus de cancer ou d'obésité ou autre. La même chose en Inde, la santé en termes publics, c'est des coûts astronomiques, hein. Les coûts de santé du mauvais système alimentaire en particulier, mais aussi les coûts de l'emploi. Alors c'est sûr, on peut créer plein d'emplois pour retraiter les eaux qu'on a polluées, pour restaurer les sols qu'on a épuisés, pour lutter contre le changement climatique avec, voilà. Donc, c'est ce que j'appelle le régime socio-technique industriel, ou bien un régime socio-technique agroécologique. On en est loin en France, je pense qu'on a atteint les tailles. On est dans une situation de lock-in. En Inde, je ne pense pas pour l'instant, mais c'est une bataille politique. C'est produire en symbiose dans et avec la nature, avec des valeurs, des investissements et des emplois, je pèse tous mes mots, concentrés en amont, donc plutôt voilà, en amont de l'agriculture, pour fournir des produits diversifiés de qualité, ainsi que des services qui ne sont pour l'instant pas rémunérés, comme le filtrage de l'eau, le stockage de carbone dans les sols, ou encore la résilience aux chocs biotiques et abiotiques, typiquement pour l'énergie ou le changement climatique. Et moi, ma conclusion, que je dis aux Indiens, c'est qu'avec des millions de micro-agriculteurs, qui est la meilleure assurance d'avoir des rendements élevés, hein, j'espère que je me suis fait, enfin, pas forcément ici, mais on produit plus par hectare quand on est petit que quand on est gros. Hein. Il y a 50 ans de travaux d'économie qui le montrent. Hein. Donc n'imaginez pas, comme mon fils, que parce qu'on est gros, on produit plus par hectare. Non. On est beaucoup plus productif à petite échelle. Donc c'est la meilleure assurance pour des rendements élevés. Et on a besoin de produire. On a besoin de produire beaucoup. Et une bien meilleure santé des hommes et des écosystèmes, hein, parce que par cette diversification, comme j'ai essayé de vous le montrer, eh bien moi je pense que des pays comme l'Inde, qui étaient enlisés dans le régime industriel, qui se suicidaient, qui dépensent, etc., eh bien là, elle a un avantage comparatif avec l'option numéro 2 pour devenir ce qu'on pourrait dire le jardin du monde. Et là, il y a aussi une demande à l'échelle internationale, d'ailleurs, qu'on n'est pas capable de répondre, auquel on n'est pas capable de répondre en France, puisqu'on apporte du bio, qui n'est pas forcément du bio, qui est plutôt du bio industriel d'Espagne d'ailleurs. Merci pour votre attention. Cher Bruno, bravo et merci. Alors, on t'a fait couvrir un sprint, donc tu as le droit de t'asseoir un peu en face de nous, et puis on va se donner le temps du débat. Hein, parce que... Alors, il y a interro écrite. Non, justement, mais bon, c'est pas grave. Il y a interro écrite dans